Bonjour, nous recevons Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil régional de Bretagne. Vous allez bien? Bonjour. Très bien. Alors, beaucoup d'élus bretons ont apprécié le style de l'intervention présidentielle de lundi dernier, mais l'ont trouvé tout de même très flou sur l'économie. C'est votre sentiment? Écoutez, le président de la République a donné un premier cap, c'est le 11 mai. Nous devons tenir et nous organiser jusque-là. Tenir avec les soignants, tenir avec celles et ceux qui sont confinés à la maison et qui trouvent le temps long, tenir aussi avec nos entreprises qui, pour certaines d'entre elles, vivent ce choc comme un moment redoutable. Tourisme, pour elles et leurs hôtellerie, restauration, ça c'est des points noirs pour vous. Oui, bien sûr, ce sont des points noirs. C'est des secteurs qui vont souffrir, nous le savons. L'ensemble du tourisme va être très secoué dans la période. Il va y avoir des entreprises qui vont y laisser leur peau, donc des salariés qui vont perdre leur boulot. Et dans cette période, on essaie de s'organiser tous pour sauver tout ce que l'on peut sauver. C'est vraiment la période là de la crise aiguë. Les festivals, eux, sont très impactés. On a eu le coup de gueule du président des Vieilles Charrues, ou directeur, de Jérôme Tréhorel. C'est un peu un supplice chinois de leur dire ça va redémarrer la mi-juillet sans qu'ils savent. Ils préféraient qu'on leur dise c'est terminé, vous annulez, mais pas de les faire attendre jusqu'au dernier moment. Non, mais globalement, que le président de la République parle de la mi-juillet pour pouvoir donner un cap est quelque chose de compréhensible. Ce qu'il faut, c'est que le ministre puisse dire concrètement sur les festivals, on fait pas. C'est le sens du courrier que j'ai adressé au ministre hier avec Jean-Michel Le Boulanger. Et je crois que dans la période, on sait très bien que rassembler 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes en juillet-août en Bretagne, ça va quand même être très compliqué. Et donc, l'idée n'est pas de défausser ou d'enlever la responsabilité au président ou au directeur des festivals. Ils savent très bien faire leur travail, mais qu'on puisse leur donner une ligne claire et qu'ils puissent s'organiser dès maintenant pour se mettre sous cocon et redémarrer l'année suivante. C'est une déchirure pour la Bretagne, mais l'idée, c'est que ça redémarre ensuite et qu'on retrouve cette ferveur, qu'on retrouve ces moments de fête qui sont importants pour nous tous. Est-ce que vous avez le sentiment que la Bretagne s'en sort mieux que d'autres régions, du fait notamment de son potentiel agricole et agroalimentaire? Parce qu'il faut nourrir les Français en ce moment. D'abord, au niveau sanitaire, pour le moment, nous sommes plus épargnés que beaucoup d'autres endroits en France. Je pense au Grand Est, je pense à la région parisienne. On a la chance d'être dans une situation qui est qui est moins aiguë, moins tendue, même s'il y a des souffrances et qu'il y a des morts ici aussi. On le doit à notre organisation spatiale peut-être, on le doit aussi au fait que les hommes et les femmes en Bretagne suivent bien les consignes qui leur sont données. On le doit aussi au fait qu'on est plus loin, on est à l'ouest et donc le virus met plus de temps à arriver jusqu'à nous, même si on a eu des clusters assez précoces en Morbihan. Alors ceux qui sont arrivés plus vite que le virus, c'est les Parisiens. Il y a 1 million de Parisiens qui ont quitté la région parisienne. Bon, ils ne sont pas tous venus en Bretagne, mais enfin, il y en a pas mal qui sont venus en Bretagne. Ça a suscité des polémiques sur fond un peu de lutte des classes, de jalousie à l'égard de ceux qui ont des résidences secondaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut prouver là, aujourd'hui, que ce ne sont pas les Parisiens qui ont amené le virus en Bretagne. On le voit. Et il faut faire attention aux excès. Et à la paranoïa ambiante. La demande de rester confiné, elle s'appliquait pour tous. Bien entendu qu'on peut regretter certaines situations, mais ne désignons pas comme les moutons noirs celles et ceux qui ont la chance d'avoir un lieu de vie en Bretagne et qui ont choisi d'y vivre leur confinement. Je crois qu'il faut raison garder dans nos manières de nous exprimer et pensons à l'avenir, pensons à la cohésion, pensons à la manière de tenir et de faire tenir l'économie bretonne. C'est bien le sujet là dans la période. Alors, on a une des chances de la Bretagne également, c'est que les PME innovent. On a cette PME en Ille-et-Vilaine, NG Biocop, qui prépare un test qui a été homologué d'ailleurs par le ministère des Armées. On a Decathlon qui vient d'adapter ses masques en liaison avec le CHU de Brest, la station de Péraridi. Il y a le verre marin à Morlaix avec Air Marina, qui pour l'instant est un peu interrompu, mais enfin c'est quand même assez prometteur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces innovations bretonnes? Bon, ça ressemble bien à la Bretagne, à un territoire qui, depuis longtemps, a fait le choix d'investir dans l'innovation, dans le savoir, dans la connaissance. C'est un travail de longue haleine de beaucoup d'hommes et de femmes disséminés partout sur les territoires, il faut le noter, et pas que concentrés dans nos agglomérations métropoles de Rennes, Brest ou Lorient. Et puis, c'est un choix politique depuis de nombreuses années d'accompagner nos industries, nos économies, nos entrepreneurs qui innovent, qui inventent, qui préparent le monde de demain. Et donc, on en tire aujourd'hui quelques
effectivement pépites qui jaillissent comme ça au niveau national, et c'est tant mieux. Il y a d'autres acteurs ailleurs en France, mais on peut se dire qu'on a effectivement quelques hommes et femmes qui ont su inventer des choses et les rendre utiles aujourd'hui dans la période de crise. Alors le MEDEF a refermé le débat sur le fait de travailler plus après le confinement. Pourtant, le gouvernement distribue les milliards à l'encan, sans savoir exactement comment il va les financer d'ailleurs. On va vers des réveils difficiles. Vous êtes socialiste, vous l'êtes resté. Vous êtes un socialiste tendance culture de gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète pas finalement, cette espèce de prodigalité de l'État dont on voit mal finalement vers quoi ça va déboucher, sauf de l'endettement? Et tous les États sont en train de s'endetter. Tous les États sont en train d'arroser les territoires pour faire en sorte de sauver ce que l'on peut sauver. Et la finalité, c'est bien entendu l'emploi. La finalité, c'est d'éviter la crise sociale qui va nous arriver en pleine poire après la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Et donc, bien entendu que le gouvernement a raison d'aligner les milliards dans la période. Il faut tous, par contre, se dire que demain, quand on va redémarrer, il faudra réfléchir à la manière de redémarrer. Parce que si on redémarre comme après une zone de travaux sur l'autoroute en réaccélérant et en ne changeant rien, je pense qu'on ferait tous une erreur grossière pour le social et pour l'environnement. Et puis d'autre part, se dire que cet argent qui est dépensé partout dans le monde, et notamment en Europe, c'est de l'argent public. Et donc il faut bien reposer le sujet de comment on réarme la force publique. On est bien content de trouver la force publique dans cette période. Il faut se reposer ce sujet des impôts. Moi, vous savez, je suis plus pour un impôt proportionnel aux moyens de chacun, plutôt que des cagnottes litchi qui vont renflouer les caisses de l'État. Et donc là, il y a un vrai débat politique qui va se poser et sur lequel les uns les autres auront à exposer leurs idées. Et les Français doutent, hein. Ils doutent que les impôts n'augmenteront pas. Et personne ne peut croire que les impôts n'augmenteront pas. La seule chose, c'est la question de la justice fiscale. Et je pense qu'il y a des débats qui avaient été posés, par exemple, sur les GAFA ou sur les grands groupes internationaux. Il est peut-être temps de se dire qu'au niveau européen, nous pourrions inventer un impôt pour les grands groupes internationaux. Ça me semblerait un vrai sujet qui serait peut-être une preuve de souveraineté européenne, même si les États membres auront du mal à lâcher prise. Et puis, il y a un vrai sujet, effectivement, sur la proportionnalité de l'impôt et la justice de l'impôt, que ce soit l'impôt des revenus ou l'impôt du capital. C'est un sujet qu'il faudra reposer parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Pour le coup, c'est le président de la République qui l'a dit. Et les milliards d'euros qui sont dépensés aujourd'hui, il faudra, dans le temps très long, trouver des solutions, non pas pour rembourser. Oui, parce que nous n'aurons pas forcément mais pour se réarmer et être capable d'agir. Nous n'aurons pas forcément des États pour effacer la dette, comme nous le faisons actuellement avec l'Afrique. Pas de polémique. Vous ne souhaitez pas de bras de fer avec l'État. Vous êtes collé à l'État en ce moment. Vous avez d'ailleurs cloué le bec à Marc Le Fur, qui voulait convoquer le directeur de l'ARS. Vous avez souscrit aux propos de votre conseiller régional, Pierre Karleskind, qui parlait d'instrumentalisation politique. Malgré tout, est-ce que ce sens critique est aussi celui de la presse sur un certain nombre de manques en matière d'outils sanitaires qui vont rendre le déconfinement plus difficile, faute de tests, faute de tracking, faute de masques, même si vous avez apporté votre contribution? Est-ce que c'est pas nécessaire finalement? Est-ce qu'il ne faut pas servir d'aiguillon pour dire au gouvernement houspiller la bureaucratie et faire en sorte qu'il donne le meilleur de lui-même? C'est indispensable. C'est indispensable, bien entendu. Ce que je n'ai pas voulu, c'est convoquer un haut fonctionnaire dans l'hémicycle régional pour lui dire combien nous n'étions pas contents sur tel ou tel aspect. Ce n'est pas respectueux, ce n'est pas lui qui est à mettre en cause. C'est un débat qu'on doit avoir entre nous tous et avec le gouvernement. Et je pense qu'après toute cette période, il y aura des commissions d'enquête, et je les souhaite, il y aura des temps d'analyse des responsabilités des uns et des autres, et il faudra en tirer des conséquences pour notre réorganisation, pour la réorganisation de l'État, pour la relation de l'État aux collectivités. Alors justement. Et je ne pense pas que dans la période, ma responsabilité politique soit de montrer du doigt tel ou tel échec, tel ou tel défaut, tel ou tel manque. Ma responsabilité, c'est d'agir en cohérence avec l'État, c'est de montrer aux Bretonnes et aux Bretons que je suis entièrement à ma tâche pour les accompagner, pour trouver des solutions avec les autres collectivités locales, avec les maires qui sont en première ligne au quotidien. C'est cela ma responsabilité. Viendra ensuite pour nous le temps de nous exprimer sur tel ou tel sujet. Alors justement, ce qui est quand même frappant, c'est la manière dont les Allemands s'en sortent beaucoup mieux que nous. Ils ont beaucoup plus de lits, ils ont beaucoup moins de morts. Hein. Ils ont 2 à 3 000 morts quand on en a maintenant plus de 15 000. Et justement, la politique sanitaire, elle est gérée par les Länders. Länders, certes,
plus important en taille que les régions françaises, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une voie pour accélérer la décentralisation face à un gouvernement qui, jusqu'à présent, s'est montré quand même très jacobin? Je pense qu'il faudra inventer de nouvelles manières de faire. Et le débat sur l'ARS demain ne devra pas consister juste à changer le nom de l'ARS ou à changer le directeur. Je pense que le sujet, il est plus profond que cela. Il y a, bien entendu, dans notre République, une ambition d'égalité devant la santé, et donc une grande politique nationale doit être assumée, que ce soit pour la sécurité sociale ou sur les moyens que l'on donne à la santé. Mais l'action, à mon sens, peut être confiée à l'échelon local. C'est pas forcément d'ailleurs les régions. On peut très bien envisager une action avec les départements qui gèrent déjà le sanitaire et le social. Mais je pense que l'action politique au niveau local pour décider de l'organisation des choses au quotidien peut être regardée, tout en ayant une ambition nationale pour faire en sorte que la France assume sa responsabilité dans le domaine de la santé. Il faut quand même noter que l'efficacité des Allemands par rapport aux Français, aux Italiens et aux Espagnols, parce qu'on fait un peu partie du club MED, des pays les moins efficaces, se fait à investissements égaux. Les Allemands n'investissent pas plus que nous dans la santé, mais c'est mieux géré, c'est mieux réparti visiblement. Et je pense que la décision locale, elle est performante et pertinente. Nous savons chasser les effets d'aubaine, nous savons chasser les non-performances au niveau local. Et ça ne veut pas dire qu'il y a, pour le décentralisateur que je suis, le gentil local et le méchant État. De la même manière que les Jacobins pensent qu'il y a le gentil État et les méchantes collectivités locales, il y a une forme de pragmatisme qu'il va falloir construire entre la puissance d'État qui est indispensable et l'agilité de terrain, le pragmatisme de terrain qui, il faut le reconnaître, appartient aux collectivités locales. Et c'est ce couple-là qui peut nous permettre de réussir. C'est pas, encore une fois, d'affaiblir l'un au profit de l'autre. C'est de renforcer tout le monde et d'agir dans une forme de maturité entre les deux échelles. Et ce qui nous manque, c'est cette maturité de l'action entre les deux échelles. Et peut-être on est plutôt dans une forme de combat et de compétition et de concurrence qui, à mon sens, est malsaine. Peut-être aussi la fin d'une certaine arrogance parisienne. Et du ministère des Finances. C'est un vœu permanent. Et je pense que mes fonctionnaires, mes collaborateurs ont des cerveaux tout aussi bien constitués que les fonctionnaires et les collaborateurs de Bercy. Et nous gérons... Il y a moins de bureaucrates chez vous? Pardon? Il y a moins de bureaucrates chez vous? Je pense que la proximité de l'élu local, qui est à portée de baffe, comme on le dit, impose sa pleine responsabilité vis-à-vis de son administration. Et je pense que je prétends que les administrations des collectivités locales répondent vivement, fortement aux injonctions des élus, aux injonctions du vote, de la délibération de nos conseils. Et ça fait la différence. Je suis très fier des fonctionnaires de la région qui assument leurs responsabilités en ce moment, souvent en visioconférence ou en télétravail, ou pour les plus proches. Ce sera à côté de moi. Le mot de la fin. Merci Loïc Chenet-Girard. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TVO et TV Sud. À bientôt.